Sincerely thank Mr. Nabil for accepting to come tonight with his daughter. Je remercie les étudiantes et les étudiants qui ont participé à l'organisation de cette rencontre et qui ont permis cette rencontre. Moi, c'est toujours un bonheur pour moi de venir à la rencontre des étudiants, quels qu'ils soient, et de Sciences Po en particulier. Je suis absolument tout oui et là pour répondre à toutes les questions et entendre, au-delà des questions, les remarques que vous auriez eu à faire ou les choses que vous auriez à dire sur le film, le contexte, l'environnement, ou on peut aller même de manière beaucoup plus large sur des sujets comme les libertés fondamentales. Évidemment, ça m'enchantera tout autant. Un aspect qui peut frapper peut-être par rapport au film, ou le premier aspect, c'est le titre. Donc le titre en arabe, Zinnifique, or the beauty in you, ou la beauté en toi, pourquoi je dis en anglais. Quand on est... Je vais poser la question plus tout à l'heure. Quand on est amené à penser que le film veut d'abord peindre un peu la laideur du milieu, donc est-ce que vous diriez que votre travail cherche à montrer une vérité qui est laide ou qui veut révéler la beauté des femmes que vous représentez dans votre film? Le film ne cherche pas à montrer la laideur du milieu de la prostitution. Et le film n'est pas un film sur la prostitution au sens générique du terme. Le film est un portrait de femmes. Il se trouve que ces 4 femmes sont des prostituées. Et il se trouve que ce qu'elles vivent est dur, est violent, est agressif, agressant. Mais elles m'ont touché profondément pendant les 1 an et demi d'enquête, de témoignages, de récolte de témoignages sur lesquels j'ai travaillé avant de m'attaquer au film. Et elles m'ont touché par des qualités humaines qui sont, somme toute, assez universelles, mais qu'on refuse de voir en elles en particulier. Et c'est probablement leur blessure profonde et leur capacité à dépasser ces blessures, à se battre pour ne pas se laisser engloutir, et notamment, comme je le disais tout à l'heure, dans le rapport à la famille, qui m'a fait voir à quel point ces femmes étaient belles et portaient une forme d'humanité qui demandait qu'à s'exprimer. Alors c'est pour ça que le titre en arabe prend le contre-pied peut-être de ce que certains ont pu vouloir lire dans le film, même si c'est pas dans le film, je le précise. Le titre en arabe, il fait appel en écho à la beauté intérieure de ces femmes, et aussi, parce c'est ce qui me plaît aussi dans ce titre, Zinnifique, donc, qui n'a rien à voir avec Much Love, le titre international du film, donc, dont vous parliez à l'instant, parce que en effet miroir, Zinnifique, la beauté qui est en toi, ça peut aussi vouloir dire, en tout cas c'est comme ça que j'ai voulu le voir, le lire, la beauté qui est en toi, spectateur, ou en toi, personne qui regarde ces femmes avec ces yeux-là depuis tellement d'années, va chercher quelque chose d'autre en toi pour les regarder différemment. Donc c'est un titre miroir. Moi, je voulais juste vous demander ce qui vous a vraiment inspiré à vous lancer dans une aventure comme ça. Juste une simple question, qu'est-ce qui vous a poussé à faire un film parlant de 4 femmes qui vivent dans un milieu difficile? Alors peut-être avant de vous répondre plus directement, je vais vous dire d'où je viens, et je vais vous dire, à cause de là où je viens, probablement, même si je ne l'ai pas encore complètement analysé, peut-être qu'il me faudrait des séances de psychanalyse beaucoup plus longues pour y arriver, ce qui me semble-t-il m'amène à un intérêt profond pour les marginaux. En tout cas, ceux qu'on pourrait qualifier de marginaux, parce qu'ils ne sont pas forcément si marginaux que ça et si minoritaires que ça. Je n'ai pas grandi au Maroc. Je viens d'un mariage mixte, d'une mère française d'origine tunisienne et d'un père marocain qui se sont rencontrés à Paris et puis qui ont vécu leur histoire d'amour à Paris où je suis né. J'ai passé les premières années de ma vie et mis à part une petite incursion entre 3 et 5 ans pendant laquelle j'ai vécu à Casablanca, je suis revenu faire toute ma scolarité en France et particulièrement à Sarcelles, en banlieue parisienne. Alors pour ceux qui connaissent Sarcelles, c'est dans la banlieue nord, en Val d'Oise, et c'est une ville assez communautaire, assez communautariste en tout cas, où le sentiment
de vivre à la marge, de sentiment de citoyenneté de deuxième zone, le sentiment aussi, pour employer peut-être un mot fort, d'exclusion, est assez prégnant. Je n'ai pas eu du tout une enfance malheureuse, hein. Entendez-moi bien, j'ai très bien vécu, j'étais très content de grandir à Sarcelles, j'avais plein de copains, tout ça, mais c'était une vie quand même assez violente, moralement, physiquement. Et puis, Paris, qui n'était pas très loin, mais en même temps qui semblait assez inaccessible. Et ce sentiment de marge, je le ressentais aussi intérieurement du fait de ma double identité, ma double culture, ma double appartenance. Donc je vous ai parlé de nationalité, de double nationalité, mais j'aurais pu vous dire double religion, parce que j'ai une mère juive, un père musulman. J'ai toujours été à cheval entre un sentiment d'être vraiment sur un fil, entre deux zones. Et ça n'a pas été simple à porter pendant très longtemps, jusqu'à ce que je rencontre le cinéma, et que le cinéma, comme véhicule d'expression, me permette de dire cette différence et d'exprimer cette différence. Et quand je suis arrivé au Maroc, j'ai rencontré des gens, et immédiatement j'ai été attiré par des gens qui ne sont pas forcément les gens de mon milieu, et qui ne sont pas forcément les gens de la région, de la ville où j'habitais, c'est-à-dire le centre, pour faire simple. Et c'était les seules personnes que j'avais connues quand j'allais en vacances voir ma famille marocaine pendant l'année scolaire. Donc je me suis dit, tiens, ces gens-là ne m'intéressent pas tellement. Alors c'est un autre débat, hein, les raisons de ce désintérêt vis-à-vis de ces gens-là. Allons voir ce qui se passe autour. Parce qu'il y a une chose qui m'a immédiatement frappé, et ça, contrairement à la France, contrairement par exemple à Sarcelles, c'est l'absence de mixité sociale. C'est-à-dire que les riches, les pauvres ne se côtoient pas, et ça ne circule pas. Ça ne circule pas en termes de débat d'idées, ça ne circule pas en termes de classe sociale, ça ne circule pas en termes de vision du monde. Voilà, ça reste très très cloisonné. Donc j'ai commencé par rencontrer le Maroc, une fois que je m'y suis installé, que j'ai commencé à y faire des films, et à m'intéresser au Maroc par la périphérie, par la marge. Soit Alizawa, par exemple, qui est le premier film que j'ai fait. Alizawa, pour ceux qui l'ont vu, qui est un film qui parle des enfants de la rue. Premier film que j'ai fait l'année où je me suis installé au Maroc, c'est les enfants des quartiers périphériques de Casablanca, que j'ai arpenté le jour, la nuit, pendant 2 ans et demi, dans un travail d'anthropologue, presque de sociologue, qu'on a pu retrouver après dans Les Chevaux de Dieu ou dans Match Love, avant de mettre ma casquette de réalisateur. Voilà. Et ça a continué, cet intérêt pour la société marocaine, cette excitation pour la société marocaine qui m'a toujours beaucoup inspiré et qui continue à m'inspirer aujourd'hui énormément. Ça a continué pendant des années en m'intéressant à des catégories de la population qui ont des choses à dire, qui ont des choses à raconter de manière absolument viscérale, qui ont un langage, qui ont des codes, qui ont des référents, une espèce d'armée de l'ombre, mais qu'on n'écoute pas, qu'on ne veut pas entendre, parce que tout simplement... la société n'est pas construite comme ça. La société est construite sur une forme d'aveuglement, de cécité, de schizophrénie, d'hypocrisie. Et tout ce qui peut dépasser, on n'en veut pas. On ne veut pas le regarder, on ne veut pas l'entendre. Que ce soit des enfants de la rue, quand j'ai commencé à Alizawa, on m'a dit, mais je me rappelle, je faisais un travail avec les éducateurs sociaux d'une association qui s'appelle Beiti. J'allais à la rencontre des gamins dans la rue, et quand je rencontrais des flics, la nuit, au milieu de la nuit, dans ces quartiers-là, qui me disaient « Mais qu'est-ce que tu fous là, toi ?» Je disais « Je prépare un film avec ces enfants, et sur les enfants de la rue. » Et ils me disaient « Mais il n'y a pas d'enfants de la rue au Maroc. Rentre chez toi. Pourquoi tu veux faire un film sur les enfants de la rue ?» Les kamikazes qui ont fait les attentats du 16 mai 2003 et qui sont... le sujet des Chevaux de Dieu, mon film qui a précédé Much Love, c'est pareil, c'est des gamins qui sont nés, qui ont grandi à la marge dans les quartiers populaires, notamment Sidi Moumen pour ceux du 16 mai 2003, qui est à l'époque un immense bidonville qui entoure Gaza, qui aujourd'hui s'est beaucoup construit, mais c'est des gens qu'on veut bien raser les bidonvilles et construire à la place des barres d'immeubles, mais on ne veut pas avoir un intérêt profond pour ces gens, ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils ont à raconter. Et du coup, comme on ne les écoute pas, ils s'énervent. Ils s'expriment, mais différemment, d'une autre manière. Et sur Much Love, cet intérêt pour les prostituées qui remonte à Alizawa, parce que dans Alizawa déjà, il y a une mère d'un des protagonistes qui est prostituée, qu'on retrouve également dans Les Chevaux de Dieu,
pour moi, il s'est retrouvé renforcé, démultiplié, et j'ai eu envie d'aller les écouter, d'aller entendre cette violence qui s'exerce à leur sujet, à leur encontre, et les raisons de cet aveuglement, de cette hypocrisie. Qu'est-ce qui pousse les gens véritablement à refuser de les voir? Et comment elles le vivent, comment elles le ressentent. Et quand je dis les gens, c'est pas que la société en général, mais c'est aussi leur famille, par exemple, à qui elles donnent énormément. Et c'est de ces rencontres qu'est né cet intérêt profond pour ces femmes. Voilà, avec tout ce qu'il y a eu avant, évidemment. So I read that you met with over 200 prostitutes before making the movie. So I wanted to ask, how did meeting those women affect the movie, and how did it change, if it did, your perception of women that prostitute themselves? Oh, it definitely affected a lot my vision of what would be this movie, because at the very beginning I was not certain of the way I would like to speak about that matter, whether it would be a documentary film or a docufiction or a feature film, which it is at the end. And I listening to those women made me cross different state. I was sometimes totally desperate, sometimes very hopeful, sometimes I was so sad that I was crying, coming back home, saying that I would give up, that I would never be able to do a film about such a violence, moral violence. And slowly it gave me, above all, a strong feeling that I had a certain way of looking at them, that I had a strong opinion of what they were experiencing. Therefore, I decided that because I had this point of view, it would not be a documentary. I would like to direct them, I would like to decide how they would appear in the film, and I would like to write a story about the way I understood what they were experiencing. Moi, je voulais savoir à qui ce film était destiné au final, parce qu'il a été interdit au Maroc, et donc je voulais savoir au final, parce que vous dites que c'est pas un documentaire, mais ça ressent un peu comme ça. Donc je voulais savoir qu'est-ce que vous attendez au final du public, parce que vous dites qu'il y a une place du spectateur, et je voulais savoir quel spectateur et quelle place pour le spectateur. Alors c'est pas du tout un film documentaire, hein. Vous dites ça ressemble un peu, c'est un film documenté, et c'est un film extrêmement réaliste dans son traitement. Mais comme beaucoup de films contemporains peuvent l'être aujourd'hui, si vous voyez, il y a beaucoup de films sud-américains, ou même de films d'Europe centrale ou d'Europe du Nord, sans parler des cas les plus extrêmes, comme l'école danoise par exemple, qui adopte un mode de récit réaliste. Donc en ça, j'ai rien inventé du tout, et c'est pas un film documentaire du tout, c'est une fiction totale et assumée. Même si évidemment, les histoires de chacune des 4 héroïnes sont des petits bouts de puzzle, d'histoires glanées ici et là, au gré des rencontres. Mais au final, ça reste des personnages fictifs, inventés. Le film, il est là et il existe pour tous les publics. Il n'est pas fait pour un public en particulier, même si j'estime que son public naturel, c'est le public marocain, et que je serais extrêmement triste, et je veux pour ça continuer à me battre pour qu'il soit vu au Maroc. Je serais extrêmement triste qu'il ait fait le tour du monde, comme c'est le cas actuellement, puisqu'il sort petit à petit dans différents pays et qu'il va continuer à sortir, sauf au Maroc, y compris en Tunisie, entre parenthèses, où il passe au festival de Carthage dans un mois, parce que je pense que c'est son public évident, son public naturel, parce que c'est une réalité dont je parle, qui est une réalité marocaine. Évidemment, j'en parle sans aucune prétention de vérité absolue, j'en parle avec mon point de vue, mon regard, ma vérité, mais je pense que le public marocain est extrêmement concerné par le film. Parce que cette hypocrisie dont je parlais tout à l'heure
ou cette schizophrénie, je la sens, je la vois et on la vit là-bas. Et je pense que si ce film peut servir à éveiller sur la condition de ces femmes, le thème de la prostitution, il est tout à fait universel, il n'appartient pas au Maroc. Et d'ailleurs, la problématique de la prostitution, elle est réglée nulle part dans le monde. Même en France, il y a encore un an, je crois, à l'Assemblée nationale, à l'initiative de je ne sais plus quel ministre, je crois que c'est Najel Vallaud-Belkacem, on débattait encore sur est-ce qu'on doit pénaliser les prostituées, est-ce qu'on doit pénaliser les clients, les proxénètes, enfin, je veux dire, voilà, c'est un sujet difficile, voire tabou dans beaucoup de pays, mais en tout cas, on en débat. Au Maroc, je trouve qu'il est enfin temps nécessaire d'en débattre, parce que ça fait partie de la réalité qui est autour de nous, et que ça touche énormément de jeunes filles. Et que, à ce titre-là, malheureusement, l'interdire ne résout rien. Et je pense qu'il vaut mieux se préoccuper de la réalité que de se préoccuper d'interdire les œuvres, quelles qu'elles soient, qui traitent d'une réalité, même si cette réalité est blessante. Et ça, c'est être capable de se regarder dans un miroir. Et au lieu de ça, malheureusement, les décideurs ont décidé pour la population, parce que la population n'est pas dans son ensemble d'accord avec cette décision, ça a été très partagé, ont décidé de briser le miroir. Après, évidemment, le film, il n'est pas fait pour un public, comme je disais, en particulier, il est fait pour voyager, pour circuler. Peut-être une question qui est un peu plus large que le film, peut-être, mais je trouve que ce film peint une réalité peut-être assez noire du Maroc, et en même temps, le débat que ça a causé montre qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec les décisions politiques, et je voulais savoir quelle vision vous avez de la nouvelle génération marocaine, en fait, et du futur du Maroc, et de savoir si des films comme le vôtre, des personnalités telles que la vôtre qui sont en faveur d'un certain progrès, il serait possible que ces personnages changent un petit peu la société marocaine, et à quelle échelle, dans quelle mesure la société marocaine finalement a changé et est volontaire pour s'éloigner de cette hypocrisie que vous dénoncez. C'est une société qui, de plus en plus, s'oppose, clivée, avec deux schémas de société clairement antinomiques. Qu'on retrouve d'ailleurs, parce que tout ça fait partie d'un grand ensemble, dans beaucoup d'autres pays, y compris des pays européens. On vit une époque, ça ne vous aura pas échappé aux unes et aux autres, où les populismes et la démagogie grandissent et de plus en plus gouvernent l'action politique, où les hommes politiques ne prennent plus des décisions par courage, mais pour plaire à un électorat. Et quand ceux qui ne sont pas aux commandes, mais veulent être élus, c'est le cas par exemple pour le Front National en France, ils sont prêts à dire toutes les âneries du monde pour vendre un projet qui est un projet qui de toute façon ne sera pas, en aucun cas ne pourra être appliqué, mais tout est bon pour plaire et flatter. Là au Maroc c'est pareil. On a des hommes politiques qui malheureusement contribuent plus à créer des clivages et à opposer une population qui jusqu'à présent a pu ou a su vivre ensemble, parce que pour moi c'est une notion fondamentale, la notion de vivre ensemble. Vous savez, le Maroc s'est construit, c'est peut-être un lieu commun de le dire, mais c'est une vérité sur différentes communautés, différentes races, différentes religions à travers l'histoire. La communauté amazigh, la communauté juive, la communauté musulmane, arabe, chrétienne, d'influence africaine, subsaharienne. Et c'est ce mélange qui a créé la diversité culturelle. Et c'est ça à quoi on veut opposer une forme d'hégémonisme culturel. Mais cette forme d'hégémonisme tente à nier ce que nous sommes. Et aujourd'hui, je pense qu'il est de plus en plus difficile d'affirmer son opinion sans subir les foudres d'une censure, ou d'une condamnation, ou d'insultes, ou de violence, quand ce n'est pas d'anathème. Là où, il y a encore 5 ou 10 ans, on pouvait
que le Maroc est un pays pluriel en termes d'expression de la pensée. On pouvait penser différemment de son voisin, mais sans être pour autant insulté ou mis sur le banc des accusés. Aujourd'hui, ça devient beaucoup plus compliqué. Parce qu'il y a ce clivage entre une forme de conservatisme et de progressisme dans la société qui est apparu au grand jour, très clairement, et probablement avec encore plus de clarté depuis le printemps arabe. Je voulais encore vous remercier de votre présence. J'avais déjà découvert votre travail avec les Chevaux de Dieu, et c'était un film qui m'avait beaucoup marqué, et j'ai retrouvé cette constance justement de mettre la société marocaine face à ce qu'elle ne reconnaît pas ou ce qu'elle ne voit pas. Et je voulais savoir, on sait qu'il y a la présence justement d'une sorte d'autorité de censure au Maroc. Comment vous définirez justement ces conditions de tournage pour les réalisateurs marocains qui entendent s'engager et mettre le pays face à ces réalités? Je vais vous surprendre. Le Maroc est probablement le pays le mieux loti à ce niveau-là. C'est pour ça que j'ai été très surpris et choqué par cette censure. Parce que quand vous regardez dans le monde arabe, moi j'ai tourné par exemple en Égypte, un de mes films, Whatever Allowance, dans lequel ma fille a joué. Ils prennent votre scénario, ils le décortiquent avant le tournage, et ils vous disent cette scène oui, cette scène non, ce dialogue oui, ce dialogue non. Et si on refuse, on ne tourne pas en Égypte. Et pour s'assurer que ce qu'on tient comme ce sur quoi on s'engage est tenu sur le plateau, il y a une personne de la censure qui est avec vous H24 sur le plateau. C'est-à-dire que je suis là, j'ai mon moniteur, mes moniteurs de contrôle, j'ai mes acteurs, mes actrices, et j'ai une personne qui représente la censure qui est là, assise à mes côtés, du début à la fin de la journée. Ça n'arrive pas au Maroc, par exemple. Et puis, il faut quand même le reconnaître, depuis l'arrivée du nouveau roi en 2006, il y a eu une évolution énorme en matière de liberté d'expression, au niveau de la presse, au niveau des artistes. Il y a eu un soutien des artistes de plus en plus important, des fonds qui ont été débloqués au niveau du cinéma. Et puis je dirais qu'on peut faire des films sur des sujets sur lesquels beaucoup de nos collègues cinéastes du monde arabe ne peuvent pas. Et notamment Les Chevaux de Dieu, par exemple. Beaucoup de gens m'ont dit « Tu peux tourner un film comme ça, Maroc ?» Oui, j'ai pu le tourner, j'ai pu le sortir. Much Love, j'ai pu le tourner sans aucun problème. Pour répondre à votre question, on m'a donné l'autorisation de tournage immédiatement. Et je pense qu'il aurait pu sortir s'il ne s'était pas passé ce qui s'est passé pendant le Festival de Cannes et toute la manipulation qui s'en est suivie, l'instrumentalisation du film. C'est-à-dire que je suis convaincu encore aujourd'hui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'ai envie de me battre pour que le film passe au Maroc, qu'il y a une bonne partie du public marocain qui serait prête à aller voir le film. Preuve en est, quand des extraits ou des images volées, détournées, remontées dans tous les sens, qui ne sont pas le film, mais qui sont extraites pour partie du film, ont circulé sur Internet, ça a été vu des centaines de milliers, voire des millions de fois. Donc, qu'on ne vienne pas me dire derrière que les Marocains sont incapables de voir ce film. C'est faux. Preuve en est. Donc voilà, donc on est un pays qui a beaucoup avancé en matière de liberté civique fondamentale et de liberté créative et artistique ces dernières années. Et ce qui s'est passé sur Much Love constitue pour moi un recul grave. Donc il y a une constitution qui protège la liberté d'expression, et notamment la liberté de l'artiste, et qui l'encourage même, c'est les articles 24 et 25 de la Constitution. Et il y a des procédures qui sont en place, et en l'occurrence, il y a un centre du cinéma marocain qui est souverain, et qui a une commission en son sein, qui est une commission de contrôle et de visionnage des films, qui est habilitée à voir des films et à décider si les films sont autorisés ou pas. Qui aurait pu d'ailleurs, dans le cas de Much Love, décider que le film n'était pas autorisé. Ou autorisé, mais au-dessus d'un certain âge, pour un certain public. Encadrer le visionnage, comme ça se fait dans beaucoup de pays du monde, y compris en France. Et malheureusement, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc, le film a suivi un parcours légal, depuis sa demande d'autorisation de tournage jusqu'au festival, au moment où il est passé au Festival de Cannes, mais après, on a enfreint cette légalité, et on a de facto interdit le film, sans que j'ai demandé de visa, sans qu'il ait été vu par la commission, et sans qu'il s'ait pu statuer. Et sans que cette commission elle-même n'ait pris la décision. Et c'est ça que je regrette profondément, si vous voulez. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut véritablement qu'on réagisse pour pas en rester là. Au beau film comme Les Awad ou Les Chevaux de Dieu ou encore Much Love, vous avez dit que vous avez fait des enquêtes de fond, presque sociologiques ou anthropologiques.
Est-ce que ça n'a pas été difficile justement dans un pays qui est très hypocrite, qui essaie de cacher les réalités, est-ce que ça n'a pas été difficile d'avoir ces témoignages et d'aller au fond des choses? Parce que justement, quand on vient du Maroc, on sait que vous avez vraiment saisi l'essence même des sujets. Non, parce que l'hypocrisie, elle ne s'exerce pas de la part des personnes qui vivent ce qu'ils font ou ce qu'ils sont, que ce soit les enfants de la rue, les gamins des bidonvilles ou les prostituées. Mais elle s'exerce de la part du reste de la société, qui n'est pas celle que j'interroge pendant mes enquêtes, qui, elles, refusent de voir ce qu'ils sont, justement, ou ce qu'ils font, qui en profitent parfois, mais qui refusent de le voir. Et quand je m'adresse à ces jeunes femmes et que je leur demande de me raconter, ça sort. Ça sort sans aucun frein, aucune barrière. Donc, reprenez-moi si c'est pas le cas, mais j'ai lu un article qui reprenait une de vos interviews où vous disiez que vous vouliez donner une voix aux prostituées du Maroc. Donc, d'après vous, en prenant en compte la réaction de... J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit dit ça. que je voulais donner une voix à ces femmes. À ces femmes. Pas À aux ces femmes, prostituées du d'accord. Maroc, encore une fois. Oui, bon, ma question sort toujours. Donc, tenant compte de la réaction par rapport au film au Maroc, est-ce que vous pensez que vous avez réussi à libérer un peu, donc à donner voix à ces femmes, ou est-ce que ça a rendu le sujet encore plus tabou? Ah non, je pense que... et c'est le grand intérêt, finalement, de toute cette polémique, si tant est qu'elle puisse en avoir un, mais je pense que oui. Et en tout cas, j'ai toujours été convaincu dès le départ qu'il y aurait quelque chose qui ressortirait de tout ça, au-delà du scandale, des insultes, de la violence, de la haine qui s'exprime de manière parfois souvent assez excessive, immature, parce que ça blesse, ça fait appel à des choses qui blessent. Mais que ce qui resterait, c'est pas ça. Et j'en suis encore plus convaincu aujourd'hui avec encore un peu plus de recul. Preuve en est d'ailleurs, d'abord ce qui s'est passé à Chaud, une fois que le film a été interdit. Il y a eu une espèce de levée de bouclier de la part d'une partie de la société marocaine qui a dit non, pas en notre nom, not in our name, et qui a dit on est adulte, on est responsable, et on est capable de décider nous-mêmes ce qu'on a envie de voir ou de ne pas voir. Donc vous n'interdisez pas un film en notre nom. Vous nous laissez, en tant que peuple adulte, décider si on a envie d'aller au cinéma, qui est un acte volontariste, et de prendre un ticket pour aller voir ce film ou pas. Et il y a eu beaucoup d'écrits en ce sens, que ce soit des personnalités, que ce soit des journalistes, que ce soit des associations, que ce soit hommes et femmes confondus, ou de simples citoyens, y compris des hommes politiques marocains, qui ont pris la défense du film et qui étaient contre l'interdiction. Évidemment, il y avait le camp d'en face aussi, mais en tout cas, il y en a eu. Et donc ça a créé un véritable débat au sujet de la censure. Peut-on ou non interdire, ce que je disais, une œuvre de facto, comme ça, sans passer par les processus légaux, et ensuite les raisons d'interdiction. Et ces raisons d'interdiction, elles aussi ont fait l'objet d'un débat, parce que, et là, ça a été plus des femmes qui se sont exprimées, même si à l'époque encore très peu de gens avaient pu voir le film, mais en tout cas beaucoup avaient senti que c'était pas un film qui avait été fait de manière gratuite, en tout cas gratuitement provocante et scandaleuse, loin de là. C'était un film qui avait un véritable soubassement au niveau de sujets aussi essentiels que le rôle ou la condition de la femme dans la société marocaine et la société arabe au sens plus large du terme. Et cette place de la femme, elle a continué à faire débat dans les affaires qui ont suivi le film. Et je trouve qu'au final, même si je regrette évidemment encore beaucoup que le film ne puisse pas être montré au Maroc, il a été vu par beaucoup de Marocaines et de Marocains en Europe, en France, en Belgique, en Italie, là où il est sorti. Donc il y a des choses qui sont retournées vers le Maroc à travers ce public-là. Mais même si je regrette profondément que le film n'ait pas pu passer au Maroc encore, au moins il aurait eu le mérite de déclencher, au même titre que d'autres affaires dont je vous ai parlé, un véritable débat social dont on a besoin, ne serait-ce que pour sortir de ce clivage dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cette opposition frontale entre conservateurs et progressistes qui ne mène à rien à partir du moment où au milieu il n'y a pas de débat. Parce qu'on peut continuer comme ça à s'affronter, à s'insulter jusqu'à la fin des temps, mais je pense que c'est sain qu'on ne soit pas d'accord, et encore une fois, on n'est pas d'accord partout dans le monde, mais il y a un débat.
Et il faut arriver enfin à poser les débats publics sur la table. C'est fondamental, sinon on ne grandira pas. Et vous êtes bien placé dans cette école pour le savoir. Et je me demandais quel contrôle vous aviez eu sur toute cette internationalisation du film, notamment au niveau du langage. Je vous pose ça particulièrement parce que moi j'ai vu le film assise entre deux Marocains qui rigolaient beaucoup plus que moi, même si j'ai trouvé votre film drôle par certains aspects, mais qui, à la fin de la séance, m'ont dit bah, c'est notamment parce qu'il y a un contexte qu'on comprend beaucoup mieux, mais également parce qu'en marocain, c'est beaucoup plus drôle. Donc voilà, c'était ma question. Et quand le film est vu dans une salle où il y a beaucoup de Marocains, j'en ai fait l'expérience dans les tournées en province, enfin beaucoup, il y avait 15-20% de la salle, ils rigolent quasiment du début à la fin du film. D'un point de vue totalement occidental, on est presque choqué du fait qu'on rigole sur certains passages. Ça tient essentiellement, effectivement, au langage et à la façon dont ces femmes, encore une fois, assument ce langage. C'est une forme d'argot extrêmement cru, extrêmement réaliste, aussi tel qu'il se parle dans la rue. Klem Zimra, comme on dit en arabe, c'est littéralement ces paroles de la rue, quoi. Et c'est la façon dont ces femmes, quand je les ai rencontrées, parlent. Elles parlent comme ça. Sauf que ce qu'on accepte au Maroc comme type de langage dans la vraie vie, et ça c'est peut-être une différence fondamentale, par exemple avec l'Europe et les États-Unis, où on peut voir des films où les gens parlent très grossièrement et ça peut choquer un certain public, mais ça ne choquera pas la majorité. Ben, au Maroc, ça choque beaucoup plus. Parce qu'on se dit, oulala, oui, c'est vrai qu'elle parle comme ça, mais quand même pas au cinéma. Or, elle parle comme ça. Donc j'ai fait le choix d'employer un langage vrai. Et ce langage vrai, je ne l'ai pas inventé. Il existe, et c'est ça qui donne l'incarnation au personnage. Elle s'en trouve d'autant plus incarnée qu'elle parle vrai. Et donc après, évidemment, j'ai fait le tri, parce qu'il y a des fois où ça partait trop loin, donc j'ai retiré des choses, mais en tout cas, c'est sur proposition de leur part qu'on a cette vérité dans le langage aussi. On accroche à des sous-titres, alors que le doublage enlève énormément de choses. Je regardais avant sur Internet et j'ai vu qu'un bon nombre de vos détracteurs, les factions un peu pro-censure, disaient souvent que c'était pas le message ou l'orientation du film qui faisait qu'ils étaient aussi pro-censure, mais certaines scènes. Et j'ai vu ça dans plusieurs articles à répétition. Et donc je me demandais, est-ce que, vous pensez que c'est vrai ou qu'ils utilisent ça comme un voile ou comme une sorte de couverture pour justifier leur position? Et donc si deux, il y a eu des moments où vous tourniez des scènes où c'était là, genre, c'est un peu bancal, ça va peut-être pas passer, allez, là je pousse peut-être un peu le bouchon. Il n'y a pas une séquence, il n'y a pas un plan, il n'y a pas un mot, il n'y a pas une image du film que je ne serais pas capable aujourd'hui de défendre comme étant dans ce film, je parle du vrai film évidemment, qui est sorti dans sa forme aboutie, ma vraie proposition, que je ne défendrai pas et qui n'a pas de raison d'être. Et quand on regarde le film, au final, il y a une scène où les corps nus s'expriment, une scène d'amour dans le film, il n'y en a pas 50. C'est la scène entre Noah, pour ceux qui ont vu le film, et son vieil amant, Jean-Louis. Et encore, on ne voit pas de sexe. Et cette scène raconte sur la relation, la possibilité d'une relation amoureuse entre ces deux êtres, mais ce que lui attend et ce qu'elle n'arrive pas à lui donner. Ce que je peux vous dire, c'est que j'aime le Maroc. Et j'aime profondément le Maroc. Et qu'il y a différentes manières d'aimer son pays. Et qu'une des manières, c'est aussi de dire, de montrer, par in extenso, de critiquer. Et je ne veux pas, mais alors vraiment pas, être enfermé dans une espèce de case qui serait le réalisateur qui fait des sujets qui dérangent, des sujets qui provoquent, parce que vous imaginez, ce serait terrible. Chaque fois que je fais un film, on s'attendrait à ce que je sorte un film sur un sujet choc. Ce qui n'a d'ailleurs pas été le cas de tous mes films. Regardez Whatever Allah Wants, ou regardez Mektoub, par exemple, qui n'ont pas provoqué un tel débat. Non,
je veux continuer à pouvoir m'exprimer librement. Je pensais que le film, oui, allait créer un débat vif, contradictoire, que parfois même certains allaient être opposés de manière très virulente au film, allaient refuser de voir le film. Oui, évidemment. Je ne pensais pas qu'un film sur un sujet comme ça passerait comme une lettre à la poste. Ce serait vous mentir que de vous dire ça. Par contre, jamais, ni les actrices ni moi, on a pu penser que ça en arriverait là. Jamais. C'est-à-dire que le film soit interdit de cette façon-là et qu'il ait suscité une telle campagne de haine et de violence dans les mots sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux, et une telle levée de bouclier. Non, ça on ne pouvait pas l'imaginer, parce que je vous assure que ce qu'on a vécu, ce qu'on a entendu pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, était terrible. Maintenant, avec le recul, est-ce que on l'aurait pas refait si on avait su ça? Non. On l'aurait refait. Exactement de la même façon. Moi, je l'aurais fait de la même façon, et je pense que les actrices aussi, en tout cas, c'est ce qu'elles m'ont dit. Parce que, avant de faire ce film, en fait, je leur ai posé la question de savoir pourquoi elles avaient envie de tourner dans ce film. Parce qu'il y a moi, il y a les raisons pour lesquelles je les ai choisies, et puis il y a elles, il y a ce qu'elles sont, des femmes, dans une société pas toujours simple à vivre pour une femme, et donc les risques qu'elles pouvaient encourir. Et j'aurais dit, le film aborde un sujet sensible, vous le savez, il y aura le tournage, et il y aura un après-film. Ne croyez pas que le film va s'arrêter au moment où le tournage va se terminer. Et j'avais besoin de sentir leur conviction. J'avais besoin de sentir les raisons profondes pour lesquelles elles avaient envie de faire ce film. Et elles m'ont dit les raisons pour lesquelles elles avaient envie de faire ce film. Après, je ne fais pas de politique en tant que tel. Je suis un citoyen et je suis un cinéaste. Et encore une fois, j'exprime un regard sur le monde et cette société qui est mon regard. La fiction, il faut vraiment toujours le rappeler, n'a pas de devoir de vérité ultime. La fiction reste une fiction, c'est ma vérité que je porte, c'est mon regard que je porte et que j'exprime. Après, ce regard, je l'offre, je ne l'impose pas, je l'offre au débat. Et il y a ce qu'on va en faire. Vous avez raison, il est porteur d'espoir, parce que la question qui est posée, c'est pas seulement est-ce qu'on est obligé d'aller à cette soirée du 28, c'est aussi une question plus large sur la notion de choix et de liberté, sentiment de liberté en tout cas qui traverse le film. Et effectivement, au-delà de cette question, on peut se dire qu'il n'y a pas qu'une seule voie, même si tout le film est construit un peu comme un entonnoir où on a la tête dans l'eau avec elle en immersion et qu'on ne la ressort qu'à la fin sur cet horizon et sur cette plage, mais en même temps cette plage, cet horizon ouvre vraiment, on peut effectivement se dire que il y a peut-être d'autres voies possibles à aller chercher. Et je pense qu'elles en sont l'incarnation parfaite, dans le sens où, comme vous avez pu le voir dans le film, elles ne sont pas tristes et désespérées en permanence, elles sont aussi joyeuses, elles sont aussi drôles, et puis elles sont aussi pleines d'une forme d'union, de solidarité, dont elles se servent un peu comme une bouée de sauvetage, elles s'accrochent les unes aux autres. Je ne l'ai pas développé plus, parce que c'est pas lui le sujet du film, c'est elle, hein, vous l'avez compris, c'est ces quatre femmes. Mais oui, des saïds, il en existe. Il en existe beaucoup autour de ces filles. Elles ont, je dirais même, tout un saïd. Pour une raison assez simple, en fait, c'est que elles ont un rapport très compliqué avec l'espace public. Aller dans la rue pendant un quart d'heure en sortant d'une boîte de nuit ou en descendant de chez elle pour aller à une soirée
et attendre un taxi pendant tout ce temps-là, c'est pas possible. Parce qu'elles sont tout de suite emmerdées, insultées ou autres. Elles ont besoin d'avoir une espèce d'espace, de bulle de protection qui les coupe de cet espace public. Et souvent, quand il s'agit de se transporter d'un endroit à un autre, ben c'est un saïd. C'est un chauffeur qui est plus qu'un chauffeur, donc à disposition, qui est un chauffeur de taxi dans le film, et qui sont des chauffeurs de taxi dans la réalité, qui sert également de belle âme, de guide. C'est celui qui les soigne quand elles sont malades, qui va chercher leurs médicaments, qui leur fait la vaisselle, qui prépare à manger. Parce que, comme je vous l'ai dit, je ne sais plus à qui tout à l'heure, ces actrices non professionnelles portent un vécu. Et que ce vécu m'intéressait par les propositions qu'elles m'ont faites, les unes les autres, de la manière d'appréhender leur rôle. Et je pense que si elles n'avaient pas grandi dans ces quartiers populaires au contact de ces prostituées, que le peu d'actrices que j'ai rencontrées pour le rôle m'ont pas convaincu sur le. Je trouve pas. Justement, quand je répondais à la question de l'espoir, tout à l'heure, je ne sais pas qui posait la question, c'est vous. Je ne trouve pas qu'il y a un certain défaitisme, il y a un état de fait qui est que la société les juge et les condamne pour ce qu'elles font, mais qu'elles estiment ne pas avoir le choix. Et que du coup, quelque part, elles se mettent elles aussi à en jouer de cet état de fait. Mais elles ne sont pas dans une forme de prosélytisme où elles chercheraient à convaincre d'autres filles de rentrer là-dedans. Au contraire, elles existent parce que la société leur permet d'exister. Et voilà, et ça tient comme ça dans cet équilibre-là. Encore une fois, elles ont déjà leur place, mais sauf qu'on ne veut pas la leur reconnaître. C'est ça qui est terrible. C'est que on peut imaginer débattre le sujet de la prostitution et la place de ces femmes dans la société en profondeur, que ce soit par des anthropologues, des sociologues, la presse. D'ailleurs, il y a beaucoup d'articles dans la presse marocaine sur la prostitution, et il peut en ressortir des choses passionnantes. Très sincèrement, je ne pense pas que ce soit une affaire de religion. Je pense que c'est plus une affaire conservatisme, au sens large du terme, et notamment de conservatisme dans les esprits, que de religion à proprement parler. L'amour, ça s'apprend parce que donner de l'amour, c'est une chose, et accepter d'en recevoir, c'est aussi autre chose. Et que quand on n'a pas appris à donner, quand on n'a pas appris à recevoir l'amour de ses parents, c'est plus compliqué d'en donner à ses enfants. Et le cinéma en particulier, parce que c'est l'image, et que l'image a un pouvoir que l'écrit n'a pas, en tout cas l'écrit n'a plus, et notamment dans une société où il y a un taux d'analphabétisme aussi important, et même si l'image circule, et circule beaucoup plus vite, elle a du poids, elle a de l'impact. Et pour ça, le maintien, parce que c'est pas qu'une histoire de censure, le maintien de lieux de vie tels que les salles de cinéma, qui jouent un rôle au cœur de la cité, un rôle de rassemblement, un rôle fédérateur, où on va vivre et partager ensemble des émotions, le maintien de ces lieux de vie doit faire partie des missions publiques.